Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est le podcast dans lequel on revient sur des bandes dessinées, on les a lues et on vous en dit ce qu'on en a pensé. Parfois beaucoup de bien, parfois un peu de bien, parfois un petit peu de moins bien. L'essentiel, c'est simplement d'aller dans la discussion, d'essayer un petit peu de décortiquer le fond du fond et de ne pas se limiter qu'à un simple avis très subjectif en tant que tel. Bien sûr, nos avis sont toujours subjectifs, mais d'essayer un petit peu de discuter avec l'ami Corentin ici présent. Salut. Pour simplement évoquer des titres qu'on a lus plutôt récemment. Alors sur des sorties là qui sont quand même assez récentes de ce début d'année 2024. Vous l'avez peut-être constaté, on a repris une barque plus régulière pour les Back Issues. Ouais, un train, je sais pas. Plus régulière. Voilà, écoute. Les barques sont pas régulières. Celle où tu as une seule pagaie. Je fais ce que je veux. Ou une rame d'ailleurs. Encore une fois, du coup, voilà. J'invente les expressions dont j'ai envie, Corentin. Et ça, tu ne pourras rien faire pour m'en empêcher. Je peux me moquer de toi, par contre. Oui, c'est vrai, mais si je devais faire attention à toutes les fois où tu te moques de moi, je pense que ce podcast n'existerait plus depuis. C'est faux, t'as un très beau pull aujourd'hui. Depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'as vu comment il est? C'est un pull capsule Corp avec Bulma derrière. Et Sangoku, ouais. Non, il est vraiment chouette. Bulma et la capsule Corp. Il y a une petite collection Dragon Ball qui vient de sortir chez Celio et j'ai yanklisé. Complètement. Tu as bien fait. Mais il y en a un autre où en fait il y a 5 petits personnages. Il y a Olun, Krillin, enfin tout peu. Chibi, ouais, tout trop bien. Il est trop chouette. Okay. Il y a Pilaf aussi. Ouais, c'était sûr. C'est ça. Du coup, je l'ai vu et Shaozu. Il est trop bien Pilaf. Shaozu aussi. Non, il est trop chouette. Bref, on est là pour parler de comics en premier lieu. Donc, on a pas mal de titres, un peu de Urban, de Panini, de Delcourt et de Black River. Et on va d'ailleurs commencer par Black River Comics, qui ont sorti plusieurs ouvrages déjà en ce début d'année. Alors, c'est une maison d'édition avec un volume beaucoup moins important que les autres qu'on va citer. Et on essaye de mettre l'accent sur les titres qui nous ont plu. Et on avait déjà fait un Back Issues sur le premier tome de Heretic, une œuvre de Carrie Andrews. Et donc là, il y a c'est vrai qu'il a été un peu pas très annoncé en fait. Il est sorti en tout début d'année, c'était au mois de janvier, un peu par surprise. Même moi, je me suis laissé surprendre. J'avais oublié complètement d'en rédiger ne serait-ce qu'une annonce. Donc Heretic rechargé. Traduction de Heretic Recharged. Toujours une mini-série en 4 numéros. C'est toujours écrit et dessiné par Carrie Andrews et mis en couleur par Brian Reber. Quentin. La première avait un numéro de plus, je crois. Il me semble. Oui, peut-être que c'était 5. Oui, c'est possible. Ouais. On va en parler parce que pour moi, ça fait partie des trucs qui posent un petit problème. Ouais. Tout de suite. Donc, toujours cette aventure du jeune Oliver qui dispose de pouvoirs qu'il peut activer seulement pendant 10 minutes. Qui a donc, dans le premier tome, on le voyait débarquer dans une nouvelle ville. Et se heurter à un principal de lycée, collège ou lycée, je sais plus. Collège, oui, ils sont assez jeunes quand même. Ouais, ils sont très jeunes. Qui pétait complètement les câbles et qui voulait asservir le reste de la ville à sa propre volonté. Il réussissait à s'en sortir. Il commençait à avoir une petite liaison amoureuse aussi avec la fille populaire du prom queen du bahut, la prom queen, mais qui tenait un petit peu à sa botte et qui était complètement en mode je veux devenir une star des réseaux sociaux et d'internet mais là elle devenait en tout cas à la fin de la série son un peu sa sidekick, sa complice. Donc là, nouvelle aventure, on reprend les mêmes, on recommence, c'est les mêmes personnages. Alors par contre, il y a une nouvelle personne qui fait son arrivée en ville et qui serait la princesse un peu barbare d'un autre monde. Et donc voilà, ça c'est le point de départ de cette situation. 4 numéros donc compris dans cet album, puisque c'est toujours chez Eiwa Studios que ça se passe, et Carrie Andrews, ça fait partie de ces dessinateurs qui sont assez rares au final et dont on n'a pas le plaisir de les avoir en ongoing. Ceci étant dit, est-ce qu'une petite dose de Carrie, est-ce que ça fait toujours plaisir, Corentin? Oui, ça fait toujours plaisir, c'est toujours une bonne histoire. Et c'était pour moi une belle promesse justement que Heretic ne se résume pas à une seule mini-série quand ça a été annoncé pour cette suite en VO, parce que j'avais bien aimé ce projet et qu'encore une fois on ne le répétera jamais assez. On se fait un peu chier du côté de Spider-Man chez Marvel depuis quelques années maintenant, de la série principale, j'entends il y a encore des bons trucs qui sortent régulièrement sur les mini et tout, mais donc c'était pour moi une bonne nouvelle. Malheureusement il n'y a pas eu de volume 3 pour l'instant. Ouais. Après on sait que Carrie Andrews est très lent, et en parallèle de ça il a Spider-Man Reign à côté, donc oui, Reign 2, la suite de Spider-Man Reign. Ouais. Peut-être qu'en mettant un peu de blé de côté, avec des contrats à la commande comme celui-là ou Amazing Fantasy, il pourra ensuite financer, parce que je sais pas si ça a beaucoup pris aux États-Unis, la perte d'un numéro d'un volume sur l'autre est peut-être un indicateur,
Mais en tout cas, oui, ça reste bien. Carrie Andrews, il a ce problème et cette qualité qu'il écrit un peu au 3e degré, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui vont écrire des histoires très sérieuses, des histoires qui vont écrire des histoires très sérieuses en comprenant qu'ils écrivent une histoire, comme Bendis, par exemple, où il met beaucoup d'humour, de méta-narration et tout. Et Carrie Andrews, il comprend qu'il écrit une histoire, et du coup, il se moque un peu de ce qu'il écrit pendant qu'il le fait. Ce qui fait que dans le volume 1, et c'était déjà le cas, il y a beaucoup, en fait, d'archétypes très inscrits, et on te dit, c'est des archétypes, ces personnages-là. La prom queen, elle va être méchante et un peu capricieuse et chippie et compagnie, mais c'est fait exprès. Et j'ai très bien conscience de ce qu'elle a d'agaçant, moi, scénariste, tu vois. Le héros, c'est une coquille vide, mais mécaniquement, il est charmant parce qu'il comprend aussi que c'est juste le héros. De la même façon, il y a aussi des trucs par rapport à l'écriture de romance adolescente. Il y a un côté un peu ecchi dans ce volume, justement, avec un triangle amoureux, un héros qui sait pas où donner de la tête et compagnie. Il y a des éléments de fond. Un petit côté Archie même, alors. Un petit côté Archie. Oh là là, je te mots. Il y a des éléments de fond qui n'étaient pas là dans le premier volume par rapport au père du héros. Mais dans l'ensemble, ça va quand même très très vite. Alors c'est un peu, c'est un peu l'idée. Hein. C'est un héros électrique, c'est beaucoup de comédie, c'est beaucoup de séquences. Ça va très très vite. Le dessin de Carrie Andrews va très très vite en général. Mais là, il y a vraiment une brusque accélération qui a lieu au numéro 4. Et on se dit, oh, c'est déjà terminé. C'est vraiment passé en un éclair. Et c'est un peu avec jeu de mots pour le coup. C'est que pour toi que je fais tout ça. Et en fait, voilà, on sort un peu frustré. Enfin, moi, je sors un peu frustré, tu vois. Je me suis régalé. Il y a de très belles planches. Il y a une réinterprétation des héros des années 90 ultra musclés à la zone à la Venom, et de Reverse Flash aussi. D'ailleurs, il y a des clins d'œil très évidents à Reverse Flash. Puis c'est vraiment aussi ce qu'on avait appelé dès le départ, hein, pour la sortie du premier tome, c'est le Ultimate Spider-Man de Carrie Andrews. C'est ça, voilà. C'est une Ultimate Spider-Man au 3e degré, on va dire, avec des super planches, des super effets, des super trames. Les couleurs sont magnifiques. Il y a plein d'effets de texture, c'est toujours aussi généreux. Mais t'as vraiment cette façon qu'il a, que je trouve vraiment géniale, parce que peut-être que avec d'autres artistes, ça passerait pas aussi bien, mais d'avoir en fait des décors qui sont littéralement des photos, hein, qu'il a prises et sur lesquelles il dessine les personnages qui les intègrent dedans. Mais avec le travail de Reber sur les couleurs, il y a une forme d'harmonisation qui fait que c'est juste super beau. On est conscient qu'il a pas dessiné les décors, on est conscient quand même que c'est quelque chose de très photographique derrière, et que ça, alors que c'est des photos stock ou des trucs qu'il a pris lui-même, ça, j'espère juste que c'est pas juste. Tu veux en parler comme ça, ambassadeurs juste après. Mais pour le coup, je trouve que il y a une forme d'harmonie texture dans la texture et dans le dessin, qui est très très agréable à regarder. C'est comme justement, c'est une sorte de dessin un peu post-moderne, on va dire, c'est-à-dire qu'il crée vraiment des personnages qui sont en décalage par rapport au décor, plutôt que de les intégrer. En fait, on comprend que même quand il dessine un décor, il va d'abord faire le personnage, ensuite après il va l'enlever, faire le décor et le reposer dessus. Et du coup, en fait, c'est pas du tout synthétique, c'est pas du tout organique de base comment il fait le décor, mais ça le devient quand après les couleurs viennent se rajouter dessus, parce que même quand il prend des photos stock, il y a un effet sur la couleur qui fait qu'en fait tout ça s'intègre parfaitement. C'est les couleurs ultra électriques, ultra énergiques, et ces découpages qui sont toujours assez chargés. Enfin, c'est vraiment une histoire qui te fait du dessin animé façon un peu années 2000, à l'époque où justement on avait digéré un peu le côté statique des années 90, pour aller très très vite dans l'humour et très très vite dans la comédie adolescente, et te faire un truc qui régale en action, qui régale en relations humaines, si on veut. On voit un peu plus la daronne aussi qui entame une romance avec un barman. Pour moi, tous les éléments sont là, en fait. Tous les ingrédients sont aux bons endroits, mais il y a un truc qui déconne dans le rythme, et il y a un truc qui déconne dans la résolution, parce que justement, Spider-Man, c'est fait pour être lu en sériel, par exemple, et quand on fait un modèle Spider-Man et qu'on veut en faire une série en plusieurs albums, il faut être bien sûr de comprendre que le sériel, c'est d'abord une histoire de ce que tu donnes au lecteur et quand est-ce que tu le donnes. Tu vois, il y a une raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, Bendis, il a fait autant de numéros d'Ultimate Spider-Man, c'est que les gens apprécient en fait de suivre un adolescent au jour le jour, avec ce côté feuilleton quotidien, soap opéra, on grandit avec lui et tout. Là, Erratic, il y a peut-être trop de choses dans un seul endroit. Tu vois, c'est que là, donc il y a ces éléments de l'ordre dont je parlais tout à l'heure, tous ces personnages de second plan qu'on voit un peu, donc ses potes du bahut, sa mère, son histoire familiale, sa petite romance avec la prom queen, cette nouvelle arrivante, et il met trop un seul endroit, et c'est un truc qui est pas nouveau chez Carrie Andrews, c'est qu'il sait pas condenser. Il a besoin de se dire non, dans ce numéro il faut qu'il y ait ça. Du coup à la fin ça paraît un peu rechargé au lieu de dire chargé. T'as vu, c'est une petite surprise pour. Si, bah tu rigoles ou quoi? T'as ton truc d'électrique tout à l'heure là? Oui, non, c'est vrai, allez, je te l'accorde. Mais du coup voilà, après moi je le répète, ça reste pour moi une bonne lecture. Les 2 tomes bout à bout forment une très bonne alternative à Spider-Man, enfin en tout cas au Spider-Man moderne. Andrews qui est toujours aussi à droite de ses crayons, c'est un vrai plaisir. Ouais. Toujours des petites discussions à avoir sur la taille de l'album,
Sur le format, c'est surtout sur l'épaisseur, hein. C'est Ouais. le problème parce que c'est un papier qui est plutôt fin, donc ça fait vraiment un album qui est tout petit. C'est une petite BD là pour le C'est coup. une toute petite, mais je veux dire qui a l'air aussi qui est aussi peu épais que les adaptations de Neil Gaiman, qui pourtant font moitié moins de pages. Je trouve que ça ressemble un petit peu au 100% Marvel des cartonnés de l'époque, tu vois. C'est vraiment c'est une BD que tu perds dans ta bibliothèque, quoi, tellement. Mais c'est tu la remarques pas. C'est plus petit que les 100% actuels de Panini, hein, clairement. Ah oui, tu te souviens de l'époque où c'était les 100% cartonnés, les Daredevil rouge où il y avait 3 numéros, 4 numéros, tu te souviens pas de ça? Non. Là, c'était il y a très longtemps. Mais je te montrerai les photos. Mais du coup, voilà, après, c'est un choix de Black River d'avoir ce format qui est quelque chose de frustrant, et en termes de pagination, ils en sont pas à leur coup d'essai. On rappelle que les deux adaptations de Neil Gaiman, justement, sont très courtes. À mon sens, plus importantes à lire, si on aime Neil Gaiman, si on aime la littérature, etc. Là, c'est vrai que ça fait un peu comics d'il y a 10 ans, quoi, en termes de taille. Et il y a peu de réflexion par rapport justement à l'habillage, par rapport à tout ça. Après, ça reste risqué, hein, de la part de Black River de ramener Erratic. Gary Andrews en France, tout le monde s'en fout. Des gens se sont cassés les dents à essayer de faire Renato Jones, et ça a pas pris, hein, voilà, c'est comme ça. Actuellement, il est pas encore revenu en odeur de sainteté malgré Amazing Fantasy et le beau travail qui est fait par Panini Comics pour pousser un peu cet album-là. Ouais, mais peut-être qu'il tombe trop tôt, Erratic, tu vois. Après Spider-Man Reign 2, ça aurait peut-être été un meilleur moment pour le ramener, quoi. Ouais, c'est pas impossible. Faudra voir d'ailleurs comment sera publié Reign 2 en VO et comment Panini le transposera. J'imagine qu'ils lui feront un format spécial comme ce qui était fait avec Amazing Fantasy. De toute façon, c'est ce que ça mérite, et je pense que de toute façon, c'est le problème de Black River. Il faudra qu'on en rediscute, même si on sera pas forcément d'accord avec David Guillou là-dessus. C'est les formats, clairement. C'est l'identité graphique, parce que quand tu arrives avec cette proposition, alors qu'il y a déjà 10 ans de marché de comics en France et 10 ans de dos noir ou de dos simple, là, c'est pas avec un super-héros que personne ne connaît en plus. Voilà, c'est ça, c'est que en fait c'est très difficile de se démarquer, et c'est ce que je disais même en intro, peut-être que ça se voit même dans le fait que même nous qui sommes pourtant assidus de la plus assidue des façons, on a failli le manquer, en fait. Vraiment, quand il est sorti, j'ai vu un post, j'ai fait mais attends, il était, enfin voilà, sans avoir vraiment fait gaffe. Donc j'espère qu'il a quand même pu trouver une partie de son public, de ceux qui avaient déjà kiffé la première mini-série, parce qu'effectivement, toute considération donc sur la longueur, sur la frustration, ça reste quelque chose que t'es content de lire en tant que tel, et en fait c'est juste que t'aimerais bien que il ait le loisir, le temps ou les capacités de faire une vraie ongoing, ou alors qu'il n'y ait pas un an d'attente à chaque fois entre chaque mini-série de 4 numéros. Alors il ferait des romans graphiques annuels, mais ouais, c'est ça, mais c'est bon, imagine bien que c'est des capacités qui sont chantes, mais pourquoi? Mais parce que le héros reste attachant, l'univers est attachant, et que graphiquement ça dépote, quoi. C'est vraiment, c'est un artiste qui est précieux. C'est ça. Et puis tu vois l'introduction de ce personnage qui fait très She-Ra, et Red Sonja aussi quelque part. C'est marrant parce que justement, t'as Etrigan Venom à côté, quoi. Ou même Bouffon Vert Ultimate. Oui, carrément. Et tu vois, c'est marrant parce que cet élément-là, justement, il l'a pris, je pense, dans le fait qu'il a fait Amazing Fantasy, qui était une série où il revient à la fantasy barbare, à la Frazetta et tout des débuts. Et il arrive très bien à se le réapproprier, Spider-Man de manière très fluide, très efficace, très naturelle. En fait, on sent qu'il a envie de faire cette histoire. Est-ce qu'il a les moyens de la faire aujourd'hui? Je sais pas, mais perso, parce qu'il y a plein de clones de Spider-Man, hein, Static Shock en est un, par exemple. Enfin, là, je vais pas faire la liste des clones de Spider-Man, je vais m'engager dans un truc très très long, là. Mais c'est vraiment une histoire qui vaut le coup, et ouais, moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit après la période des ongoing en indé. Parce que si Erratic, justement, était sorti peut-être à la place de Renato Jones quand Gary Andrews était encore un mec. Ouais, mais Renato Jones, j'ai adoré. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, tu vois, je troque quand même 3 Renato Jones contre un Erratic. Enfin, 3 Erratic contre un Renato Jones, en vrai, tu vois. Si. Mais Renato Jones tiendrait mieux dans ce format-là, tu vois, justement. Alors que s'il l'avait lancé à l'époque où il y avait encore ce côté, dès qu'Image Comics fait un truc nouveau, il faut tous se ruer dessus, Erratic aurait peut-être pu tenir plus longtemps, comme Descender a tenu plus longtemps, etc. Ouais, sachant que ça, c'était chez Aiwa, donc c'est encore un truc. Oui, t'as tout à fait raison. Enfin, bref. Après, Ewan fait pas de fan ongoing, malheureusement. Donc, non. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc c'est disponible en librairie depuis le début de l'année. C'est 16,90 chez Black River Comics. Et on vous rappelle que dans les podcasts Back Issues, il y a toujours des petits liens pour commander les ouvrages quand ils sont disponibles chez nos amis de Comic Zone. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description du podcast si vous n'avez pas peur de passer à vos commandes en ligne. Sinon, il y a plein d'autres enseignes qui existent, notamment Pulps, avec qui on a aussi le grand plaisir de travailler cette année. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur les internets. Sinon, allez simplement chez votre libraire et
vous pouvez passer commande. S'il y a du stock, ils peuvent se faire fournir. Vous attendez un petit peu, puis voilà, vous repartez ensuite avec une BD. Merci tonton Arnaud. Voilà, ça c'est Les conseils de vie de tonton Arnaud. Il faut rappeler que voilà, c'est très simple. Il n'y a pas que Internet dans la vie non plus. Corentin, on continue ce Back Issues. On a du Mark Millar avec nous, Mark Millar qui revient en force cette année parce qu'il y a pas mal de ses albums qui sortent chez Panini Comics. Il y a vu notamment le Nemesis Reloaded avec Jorge Jiménez en début d'année. J'aimerais bien qu'on en reparle dans un autre podcast d'ailleurs parce que j'ai des choses à dire. C'est vrai? Ouais. Mais des bonnes choses ou pas? Plutôt. Par rapport à celui-là, pour le coup. Moi, je le trouve cool. Ah ouais? Bon. Bah, je trouve, justement, parce que, donc là, on va parler de The Ambassadors. Donc, il y a un projet qui réunit, 6 artistes différents, dessus. Et quels artistes? On a la chance d'avoir Frank Quitely, d'avoir Travis Charest, Olivier Coipel, Matteo Scalera, Karl Kersch, Matteo Buffani. Scalera, son segment, il est extra bien. Non, mais, et le truc, c'est que Charest et Quitely Coipel même, qui dessinent si peu en intérieur. Et c'est vrai que alors Mark Millar, soit c'est parce que c'est ses potes, soit parce qu'il a le carnet Netflix derrière, le carnet de chaque Netflix qui va avec, mais qui permet quand même deux, je pense. Ouais, c'est un mélange des deux, mais qui permet d'avoir les deux. Non, mais justement, quand tu regardes, parce qu'il y a aussi Nightclub qui va arriver prochainement. Ouais, non, ça c'est voilà, tu vois, on est quand même avec... ça honnêtement, c'est même une honte pour moi que non, mais projet-là. Je veux dire, avec The Ambassadors et Nemesis Reloaded, je trouve qu'on est quand même sur des Mark Millar qui sont quand même plus agréables à lire que pas mal d'autres choses qui sont faites ces dernières années. Et puis The Ambassadors qui a son high concept de dire que en fait il y a eu effectivement des super-héros créés dans les années dans le Golden Age, et en fait et c'est quelque chose qui a que l'être humain, que les pays ont essayé vraiment de vouloir reproduire sans jamais y arriver. Et puis arrive à nos jours en fait une scientifique coréenne qui arrive à la face du monde pour dire en fait on a réussi nous à donner des super pouvoirs aux gens, et on va en donner à 6 personnes sélectionnées dans différents pays. Qui seront-ils? Pourquoi elle essaie de faire ça? Il était choisi comment précisément? Quelle va être la menace qui justifie la formation de cette équipe? Voilà, avec toutes les implications donc sociétales et géopolitiques que ça peut avoir derrière, avec ce côté très voilà, quels seraient les pays représentés par des personnes avec des super pouvoirs. Et ce qu'il faut dire dans la genèse aussi, et ça Mark Millar l'assume très bien, c'est pas moi qui suis paranoïaque, c'est que The Ambassadors, comme tous les comics de Millar, va être fait en série télé. Et les pays qui ont été choisis ont aussi été choisis parce que c'est des marchés à conquérir, en tout cas des marchés en croissance pour Netflix. Donc c'est aussi, et il y a d'ailleurs dans l'album une logique entre guillemets de l'algorithme entre guillemets qui fait entre guillemets de fois qui est mise en scène sur justement c'est quoi créer un héros populaire au sein d'une démographie de population, etc., etc. Voilà. Et en l'occurrence, il y avait même eu, vous le savez si vous l'aviez vécu en direct, mais il y avait même une dimension méta, en fait, dans leur axe de communication, puisqu'ils avaient choisi des médias ambassadeurs, dans les différents pays sélectionnés pour justement, en fait, c'était juste partager une preview du premier numéro, et on avait eu le plaisir avec Comics Blog d'être l'ambassadeur, voilà, français, parce qu'il y a un des héros, voilà, il y a un des numéros qui se passe, il y a des artistes qui est français. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vraiment, toute cette dimension, mais cela dit, ça n'empêche pas d'avoir des réserves sur l'histoire au global, puisque même si je l'ai dit avant, ça fait partie à mon sens des travaux de Millar qui sont plus appréciables, ça en fait pas non plus un travail de la trempe de Jupiter's Legacy premier du nom, ou de Starlight. Oui, Starlight, tout à fait, ouais, ou de pas Supérieur, merde. En presse? Non, le Superman sympa blond qui s'appelait, comment il s'appelait? Huck. Ça c'était bien Huck. Tu veux commencer? Je commence? Vas-y. D'accord. Je t'écoute, je vais te dire je suis pas d'accord et puis on passera à autre chose. Ouais. Déjà pour commencer, voilà, prouvons notre indépendance créative, même si on a été sélectionné effectivement pour participer au projet. On a l'avantage que Mark Millar ne parle pas un mot de français. Ouais, pour être relais. Oui, pour relayer le projet. Mark Millar ne parle pas un mot de français et First Print est autonome de Comics Blog de toute façon. Donc, moi, je vais le dire très clairement, on est encore sur une bonne vieille disquette millarienne. Moi, j'ai des griefs personnels envers Millar par rapport à cet album, parce que déjà il y a plusieurs choses. C'est bien d'avoir les meilleurs artistes de l'industrie, c'est mieux d'avoir des trucs à leur faire dessiner. Là, à mon sens, il y a des problèmes. Quand vous ouvrez les numéros en VO, vous voyez qu'il y a une design team sur The Ambassadors. Il y a 4 personnes, parmi lesquelles d'ailleurs Brendan McCarthy, grand créateur britannique et co-scénariste de Mad Max Fury Road, qui participe au projet. Pourtant, quand on regarde cet album-là, les costumes manquent cruellement d'idées. En fait, à part le costume de l'héroïne qui, pour le coup, est très bien designé, c'est tous, en fait, des héros qui portent les couleurs du drapeau de leur pays. Personnellement, je trouve ça un peu fade, un peu faible, parce que le marché des super-héros est très riche, et c'est généralement une école de design qui est très bien fournie.
de la même façon. Après, ça va en accord avec l'idée d'avoir un héros par pays et cette approche Oui, peut-être bien un sûr. peu, alors je dirais pas dire naturaliste, mais d'aller un peu à l'essentiel, tu vois, et te dire c'est un monde en fait dans lequel il y a pas de grands costumes ou en couleur en fait, C'est sûr. et t'as une approche tu sais plus terre à terre en fait. Mais là, je Mais pense qu'il y a eu aussi une réflexion du côté, il faut qu'on épure, comme tu dis, Mm. et qu'on prenne un costume qui justement n'est pas de référent culturel trop évident. Et du coup, le fait d'aller vers le drapeau, on peut le faire de manière plus créative que ça, je pense, tu vois. Le coup du drapeau coréen, par exemple, ça rend super bien. C'est un design qui fait super Whiteley, en plus, justement, ouais. avec que des lignes et absolument aucun détail superflu. C'est, voilà, c'est des costumes qu'on a pu voir dans The Authority aussi à l'époque, hein. Et l'autre truc, c'est que justement, pareil, cette approche géographique fait que beaucoup d'artistes, en fait, vont avoir tendance à swiper des décors qui existent vraiment. Et moi, personnellement, quand j'ai lu le numéro, parce que, rappelez-vous, on n'a pas parlé dans les Back Issues, mais Millard, il avait fait King of Spies avec Matteo Scalera. Et il y a une scène dans King of Spies où, en fait, le héros se trimballe à Paris. Et du coup, bon, c'est Paris vu du ciel, on va dire, parce que je pense que, évidemment, Scalera a pas dû beaucoup se renseigner sur comment ça marche vraiment la géographie parisienne. Il était sur Google, il a pris des plans à tracer. Et là, Travis Charest, et pourtant est un mec qui a fait du franco-belge, hein, le métabaron et tout, il a en fait vraiment googlé des endroits de Paris pour faire son décor. Et ça, justement, c'est ce qui m'embête, c'est qu'au niveau des décors, ça manque un peu d'idées, la base même qui fait où on crée les super pouvoirs manque d'idées, les costumes manquent un peu d'idées. L'antagoniste, je vais pas être méchant, mais il est tout pourri. Il y a aussi une forme d'hypocrisie chez Millard qui en fait te dit que bah c'est encore une fois les super méchants, c'est les 1% et tout. Très bien, ça fait 15 fois que tu fais des BD où c'est le cas. Ça manque un peu de renouvellement. Il y a encore une fois cet axe de la cruauté gratuite qui pour lui en fait est un gimmick d'écriture au point où on en est. Il y a ce côté un peu punk, un peu cool de moi je tue mes héros, ça me dérange pas. Il va introduire en plus voilà dans la BD un personnage écossais comme lui et qui est séparatiste écossais. Alors que tu vois, ça c'est mignon parce que normalement Millard est séparatiste écossais, sauf qu'il a voté pour que l'Écosse reste dans le Royaume-Uni quand il y a eu le référendum, etc. Donc moi j'ai des griefs personnels envers cet album par rapport à l'hypocrisie de Millard, par rapport au fait qu'il rassemble des artistes de grand talent avec au final une mission qui est très simple et un peu basique. C'est vrai que c'est un peu externe à la BD en tant que tel. C'est pour ça que je commence par là. Maintenant, si on prend le produit en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va vous apporter de lire ça, eh ben c'est pas mauvais. Voilà, il y a des trucs qui sont bien écrits dedans, il y a encore des dialogues qui sont cool, quelques références pop culturelles qui sont cool, un peu trop à mon sens, genre quand l'héroïne dit au début, avant que ça parte en Park Chan-wook, parce qu'elle est coréenne, comme si les Coréens tous les jours quand ils allaient acheter leur pain à la boulangerie, attention, pas faire un Park Chan-wook aujourd'hui, hein. Ils disaient ça, c'est complètement con. Le petit héros français qui s'appelle Paris, enfin c'est ridicule en tant que français, je me sens offusqué. Alors que voilà, on a le garde républicain, je sais pas, merde. Non, mais c'est vrai qu'il pourrait faire des efforts de recherche un petit peu quand il s'intéresse à d'autres pays, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Là, ça fait très justement un peu algorithme, un peu carte postale de chaque pays. Voilà, Paris, c'est le boulevard Haussmann et la Tour Eiffel et c'est tout. Puis le gamin qu'elle sauve qui s'appelle Jean-Luc, quoi. Voilà, il s'appelle Jean-Luc parce que Jean-Luc Godard, tu vois, parce que son père est un réalisateur fondateur des Gilets jaunes qui va travailler chez Marvel Studios. Quand j'ai lu ce paragraphe d'intro, j'ai ri, mais j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, bref, mais voilà, j'étais sur l'égalité. C'était vraiment le prénom que personne ne donne à son gamin aujourd'hui, quoi. Et puis, enfin, Godard, on a eu d'autres metteurs en scène depuis, enfin, je sais pas. Mais donc, ouais, sur les qualités, c'est quand même plutôt bien écrit dans l'ensemble, au sens où c'est de la BD popcorn, c'est de la BD cool, c'est de la BD divertissement, c'est extrêmement facile dans ce que ça développe, mais c'est du Millard, et en fait, je pense qu'en 2024, il faut s'habituer à l'idée que on n'aura plus, à part une fois tous les 5 ans, un Millard vraiment marquant, vraiment comme, justement, Jupiter's Legacy. On n'aura plus en fait cette implication émotionnelle que lui met. Là, c'est clairement de la BD algorithme. Elle a été faite pour servir un dessin netflixien. Et c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer entre guillemets de mieux que un truc qui te divertisse, qui te tienne une demi-heure de lecture et où à la fin tu te dis bon voilà, il lui reste encore 2-3 idées sous la pédale. Justement, par exemple le personnage australien qui est une ordure absolue en fait. Il y a un twist à la fin, tu penses que c'est une ordure absolue. Ça voilà, c'est des petites idées qui sont sympas où tu dis ça très bien dans une série télé. Genre le twist en fin de saison et tout. L'héroïne elle-même, j'ai pareil des petits reproches, elle est censée être super intelligente et Millard il nous a habitués à ce que quand il y a un génie, il a toujours 50 coups d'avance comme Nemesis, comme Prodigy, comme le Lex Luthor de Red Son et tout. Là finalement en fait l'intrigue se déroule sous ses yeux et même la bataille de fin, tu comprends pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc ça reste pour moi en fait de la petite forme, je pense que Millard il a un peu la flemme à mon avis vraiment.
Je sais pas si je dirais de la flemme ou juste qu'il est dans une forme d'automatisme en fait. Oui, clairement. Et là, vu que, à supposer que tu as raison, et je pense que tu as raison quand même, qu'il y ait vraiment, parce qu'en fait, le truc, c'est que les adaptations de Miller, pour l'instant, on n'en voit pas vraiment le bout. Enfin, on n'en voit pas vraiment. On a vu Jupiter's Legacy. Oui. On a vu. Qui passe à la télé d'ailleurs dans The Ambassadors. Oui. On a vu Super Crooks, pardon, voilà. American Jesus. Elle est les Guido. Oui, elle est Rideau, c'est vrai. Mais ouais, encore celle-là, j'arrive même pas à la voir comme un vrai truc. C'est pas un truc qu'elle fait pour Netflix au départ. Ouais, c'est ça, voilà. Donc on les attend en fait. Moi, j'attends toujours que The Magic Order rentre en production, même que reparte en pré-production. J'attends qu'il y ait des adaptations parce qu'il y a quand même sorti une dizaine d'albums depuis le début de Magic Order, quand même depuis 2018. Donc et on a toujours rien. Donc supposons quand même qu'il y ait ce projet de Netflix algorithmique qui se met en place. Il est quand même dans des mécaniques d'écriture où il va se dire aussi je vais faire quelque chose qui va plaire à un public très large qui regarde la série télé et qui va pas pouvoir de trop vouloir s'impliquer, on va dire, à trop réfléchir, à devoir trop se concentrer aussi sur l'intrigue. Et après, dans cet exercice-là, je trouve que c'est un bon chef-op en fait, c'est que le rythme il est mené très correctement. Le rythme est bon. Il y a les twists, il y a une science du dialogue et tout ça, c'est dire on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace, et la grimace il sait la faire, tu vois. On pourrait en attendre plus, et là je suis complètement d'accord, mais en l'occurrence, et c'est là aussi que moi je replace aussi la sortie dans le contexte moderne de ce que Mark Millar fait. Et voilà, quand tu passes après Nightclub, après Sharkey, après Space Bandits et tout ça, tu vois. Space Bandits, c'était particulièrement creux. Ou alors vraiment pour ces trucs King of Spies ou Prodigy qui sont aussi dans cette logique. C'est probablement l'une de ses pires BD. Voilà, mais je veux dire que tu vois, ces BD-là qui ont aussi cette logique d'écriture très facile, parce que très pensé pour un autre média en fait, sauf que c'est indigeste, c'est vraiment indigent parce que les personnages tu les aimes pas, tu vois. Là tu les apprécies, t'as envie de t'intéresser à eux. T'as envie qu'ils gagnent déjà. Je trouve que dans une BD de Millar. Je trouve que le high concept de départ il marche bien, tu vois. Il y a une vraie proposition qui est intéressante parce que même si c'est pas développé, toi-même tu te dis ah ouais quand même ce côté et si ces pays-là avaient vraiment leurs super-héros, comment est-ce que ça se passerait en termes de et forcément dans le contexte qui est notre en plus aussi en termes de tension internationale et tout, il y a quelque chose de il y a forcément une autre BD à faire qui serait beaucoup plus intéressante, qui n'existe pas. Aussi Authority. Voilà. Ouais, mais c'est vachement bien. Mais qui existe aussi de là-dedans. Je trouve que pas le twist de fin, mais l'ouverture sur la fin, elle a aussi une forme d'évidence qui je trouve est vachement sympa. Et puis sur le plan artistique, alors c'est poursuivi dans Big Game d'ailleurs le twist en question. Ouais. Mais ne me coupe pas. Pardon, excuse-moi. Ce que j'allais dire, juste que artistiquement parlant, je trouve que c'est quand même très solide et Quietly, bordel de merde quoi. Quietly, mais même Quapel. Non mais tous, tu vois, ils sont tous bons. Mais Quietly, on le voit vraiment pas beaucoup. Vraiment ce numéro, mais moi quand on l'avait reçu là pour faire la preview, mais c'est du porn quoi. Pour moi il y a une vibe en plus Jupiter's Legacy dans cette façon de découper les scènes en silence sans onomatopée, mais où tu sens vraiment l'intensité de ce qui se passe. Il y a des moments super. Le numéro d'intro c'est le meilleur. C'est super tard, clairement, parce que c'est là que Millar est bon dans les intros en fait. Ouais, c'est clair. Après tu vois, je vais faire une comparaison qui a pas grand chose à voir, mais attention digression. En ce moment on regarde avec Océane, on revoit avec Océane la série Mad Men, tu vois. Et dans la saison 4, t'as un moment donné où en fait le patron de la boîte donne une interview. Et en fait, il essaie de passer pour un mec humble et tout, qui ne revendique pas ses succès, etc. Et après, l'interview sort et c'est un fiasco parce que personne le croit, tout le monde le prend pour un mec qui fait de la fausse modestie. Et l'autre patron, il lui dit, mais en fait, quand t'as eu $2 millions de contrat sur l'année dernière, tu peux plus te permettre d'être humble, tu vois. Et ben, j'ai envie de dire qu'à l'inverse, Mark Millar, il a aussi un truc dans cette BD, c'est qu'il veut encore jouer au vieux punk contestataire. Il y a plein de références à Disney. Il a 60 ans. Voilà. Il y a plein de références à Marvel Studios. Tu sais, il arrête pas. T'as littéralement, à un moment donné, le méchant qui te dit, c'est pas un film Marvel. Vous allez pas gagner juste parce que vous êtes les gentils. Après, il te dit, ouais, les gens sont obsédés par les super-héros. Ça te montre bien que le marketing de Disney est trop fort et tout. Enfin, tu sais, il y a des espèces de tacles, entre guillemets, à la concurrence, parce que Netflix, c'est les concurrents de Disney maintenant. Et t'as envie de dire, frérot, quand t'es maintenant devenu un salaryman, patron d'un petit studio chez Netflix, tu gagnes des millions, etc., tu peux plus trop te permettre, en fait, d'être le contestataire qui va dire les gens ils sont trop cons les super-héros, c'est ton fond de commerce, tu vois. Bien sûr. Après c'est comme The Boys qui se fout de la gueule de Warner et de Marvel Studios tout en étant produit par un géant. Ouais, c'est sûr, mais ce qu'ils font est quand même vachement, c'est salutaire The Boys, tu vois. Ça sort à un moment donné où justement on a besoin que les super-héros deviennent des trucs pour adultes. Ouais, mais tu peux voir aussi l'hypocrisie derrière. Ça n'empêche pas, c'est clair. Mais alors là, moi en comparaison, c'est plus, j'aurais envie de dire à Mark Millar, arrête justement d'essayer de nous vendre des trucs grand public et reviens, parce que c'est ça en fait qui fait sa carrière, reviens vers des trucs clivants.
The Authority, moi j'adore, il y a plein de gens qui ne supportent pas, parce que justement il y a trop de coups de force, il y a trop de trucs starbés dedans. Même ses premières créations originales, c'était vraiment des appels du pied au cinéma et tout, et les meilleurs en fait c'est des trucs comme Kick-Ass, où un adolescent se fait botoxer la gueule dans la rue par des mecs adultes musclés qui sont plus forts que lui en fait. Et là il y avait plein d'éléments qui justement je me suis dit ah ça y est on s'en approche et tout, genre la scène au Brésil par exemple avec le curé, tu dis il va quand même pas qu'une de ses héroïnes soit une tueuse de prêtres, tu vois, c'est rudasse en plus pour les Américains, tu vois. Et au final, tu te dis, ah, il s'en approche, il s'en éloigne et tout. On sent, t'as raison par rapport à tout ce que t'as cité juste avant. Oui, c'est du meilleur Millard. Oui, c'est un bon divertissement. Ça vaut le coup de le lire, ne serait-ce que pour les artistes. À mon sens, quand même, je sais plus s'il faut encore l'espérer, mais peut-être qu'un jour, Millard, en fait, comprendra qu'il faut que lui-même, en fait, arrête d'être ce compagnie man, cet homme mascotte qui doit en fait produire des scripts pour Hollywood parce que on l'a découvert, on l'a aimé pour autre chose que ça. Et du coup, à chaque album, ce constat risque de se répéter. Je suis désolé. Ouais, c'est sûr. Et du coup, même tu vois, il a réussi à faire Big Game, il a eu son crossover, etc. Il a passé une étape maintenant. C'est bon, il peut se permettre d'être plus libre. Surtout vu le temps que prennent ces adaptations. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'il a été racheté? C'était en 2018 de voilà, et comme tu dis, il y a eu 3 trucs en fait. Donc c'est peut-être le moment justement de se dire bon, Netflix, laissez-moi faire une petite BD pour moi, j'en fais une pour vous, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, après, je suis pas persuadé que j'allais dire ce qu'il en parce que tu peux dire que Sharkey et tout ça quand même c'est pas très adaptable, enfin c'est plus compliqué à adapter, mais c'est vrai que ça ressentait pas non plus comme une BD que Millard ferait pour lui quoi. Mais c'est vrai qu'on aimerait quelque chose peut-être mais peut-être qu'il est illusoire parce que bah voilà, il a 54 ans et que ces années de folle jeunesse que Pont, bah elles sont derrière lui aussi et que tu sais pas comment lui a évolué dans sa façon de faire, mais c'est vrai que vu le contexte, c'est ce que je parlais quand t'as aussi de l'autre BD qui aurait à faire avec The Ambassador, ce que te dis ces autorités, mais effectivement tu pourrais avoir quelque chose de beaucoup plus punk et beaucoup plus engagé dans le discours, même s'il ne le pense pas, mais juste pour effectivement pour être du poil à gratter. Et là, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, mais aussi au fait que derrière il y a Netflix et qu'ils ont certainement un droit de regard de ce que tu vas dire sur la France, sur la Corée, sur le Brésil, dans la mesure où tu veux faire un produit qui va être ensuite distribué dans ces pays-là. Donc tout à fait. Ça le truc c'est que c'est des considérations qui relèvent même plus trop du créatif quoi. Après moi j'avoue que ça continue de me fasciner quoi. Tu vois, j'arrive pas à m'empêcher, alors que j'aime plus les BD, mais j'arrive pas à m'empêcher de lire ce mec. Bah oui, parce que j'ai l'impression de mieux le comprendre à chaque album, en fait. Oui, puis ça dit quelque chose, hein. Ça dit quelque chose de lui aussi, qu'on aime, qu'on apprécie. En tout cas, c'est dispo chez Panini Comics pour 22€ en librairie. Voilà, ça, je crois que ça vient de sortir, c'est sorti en février. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour et à nous dire dans les commentaires ou en retour ce que vous avez lu récemment et si on a des lectures en commun, ce que vous en avez pensé. Du côté de Urban Comics, un gros pavasse qui s'appelle The Mighty. C'est une création de Peter J. Tomasi et Keith Champagne, illustré par Peter Snejberg et Chris Samney. C'est pas tout récent, hein, c'est une série 2009. Ouais, voilà, c'est ça qui a une bonne plus d'une dizaine d'années et qui donc est sorti en tout début d'année chez Urban, qui était dans le cadre de leur thématique sur les super-héros. Donc il y a eu les albums Dawn of DC, il y en a eu plusieurs, dont d'ailleurs on vous fera une émission spéciale dédiée pour parler de ces quatre premières sorties, et on s'intéresse aussi donc à une sortie de super-héros en indé avec des États-Unis qui ont leur propre Superman, hein. Il s'appelle Alpha One, rien à voir avec comme le rappeur. Voilà. Rappeur, et on va suivre en fait alors je sais plus si c'est le commandant Cole, qui est Benjamin Cole, qui va en fait devenir le nouveau chef de la force en fait chargé d'opérer avec Alpha One, et qui la Omega Section. Voilà, la Omega Section, merci, et qui va découvrir des choses, voilà, sur le passé de Alpha One, sur ses actes, tu veux dire dans un 995, tu veux dire tu l'as pas là, non, c'est pas grave. Non, non. Le groupe de rap d'Alpha One. Oui, non, mais avec non. Nekfeu. C'était bien. C'est référence, Corentin. Mais c'est super connu. Ici, on a écouté Cynic et Diams, hein, on n'écoutait pas votre truc là. On avait 12 ans à l'époque de Cynic et Diams, hein. Oui. T'en avais même 11, c'est là que j'écoutais du rap, du coup. Bref, ce que je veux dire, c'est que on va découvrir des choses sur Alpha One, sur ses réelles motivations. Tout ne sera pas comme ce qu'on pense l'être, mais on va le découvrir vraiment sur une intrigue de vrai polar, en fait, avec du coup un super-héros qui est présent dans l'équation. Hyper bien mené, je trouve, en termes de rythme. Alors là, on est vraiment sur justement quelque chose qui est plaisant à suivre, parce que c'est sur 12 numéros vraiment que l'intrigue est étalée, avec pas forcément des retournements à tout bout de champ, mais l'installation d'une ambiance où on sait, alors on se doute peut-être même à la couverture qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec Alpha One, mais c'est vraiment amené
par un regard, par un dialogue, par une scène où tu dis chelou quand même ce qui se passe. Et vraiment, en fait, et plus tu sais, genre, tu pourrais faire un TikTok ou une story en disant moi la lecture au début de la lecture de The Mighty où tu souris, et puis moi la lecture de The Mighty au bout des 10 chapitres où tu fais une tête où tu fais ah. Ok, vraiment. Donc voilà, c'est difficile de pas s'exprimer là-dessus parce qu'on va pas spoiler non plus ce qui se passe dedans. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment la façon dont c'est graduellement, la tension monte et tout ça. Et il y a vraiment un rythme qui est parfaitement mené. Et puis graphiquement, je trouve que bon, Snejberg, ça. Ouais, c'est la partie la plus faible de voilà, l'album. c'est plus faible, c'est que les 4 premiers numéros. Après tout le reste, c'est Chris Samney, et c'est un Chris Samney qui avait pas encore toute la bouteille qu'il a aujourd'hui, mais qui est déjà super fort. Donc c'est vraiment très très agréable à lire. Ouais, tout à fait. Du coup, sans spoiler, c'est évidemment très compliqué. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est un bon thriller, c'est un bon polar qui cherche pas à réinventer la roue en fait. Et ça cadre aussi avec cette espèce d'école de comics Wildstorm quelque part justement où on interroge les figures de super-héros. Il y a des tonnes de références à Superman puisque Alpha One évidemment c'est le Superman comme tu dis de cet album-là, avec des référents historiques différents parce que là on dit qu'il est né plus ou moins pendant l'opération. Je crois que c'était Castle Bravo, enfin je sais plus, une opération militaire des années 50. Où on testait la bombe nucléaire. Et il y a cette idée du surhomme, pas nietzschéen du coup, mais de l'idée qu'on se fait du surhomme nietzschéen dans ce qu'il a de renversant pour l'espèce humaine et dans la confrontation qu'il peut avoir avec c'est quoi une vie humaine par rapport à ma vie à moi en fait. Puis c'est vraiment cette idée du sauveur en fait, très messianique. Oui, tout à fait. Il y a de très belles scènes avec plein d'idées. Il y a des passages qui peuvent être un peu violents aussi, mais c'est grosso modo une bonne enquête. Moi, je suis assez content de voir ce que Tomasi a réussi à produire à l'époque parce que c'est un scénariste dont je connais très peu les créations originales. Mais enfin on voit que le mec de toute façon ça reste un putain de passionné de DC Comics même quand il crée des héros originaux quoi. Pour moi la résolution peut-être un petit peu frustrante parce qu'il y aurait la place pour une suite en fait ou un truc plus longuet, enfin tu sais par rapport justement à ce qu'il nous a expliqué à la fin, il y aurait moyen d'en faire un truc plus invincible, plus dans la durée, etc. Mais grosso modo après voilà, c'est peut-être plus à conseiller aux nouveaux lecteurs je pense. Si vous avez pas lu justement beaucoup de parodies ou d'hommages à Superman, c'est une bonne porte d'entrée. Ça fait effectivement partie des lectures intéressantes sur le genre du super-héros qu'on peut redécouvrir aujourd'hui parce que j'ai envie de dire si vous aviez aimé Injustice. Oui, voilà, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez déjà lu d'autres histoires comme celle-ci, ça va pas vous surprendre énormément. C'est plutôt comment c'est fait. Et parce qu'il pousse plus loin certains concepts sur la super oui de Superman et du coup, tu peux difficilement lui cacher des secrets. Et le côté un peu totalitaire que ça peut représenter d'avoir une personne qui a autant de pouvoir et donc autant de capacité de faire ce qu'il veut quoi. La scène justement tu sais où ils sont dans le métro que je trouve terrifiante en fait. Ouais. Je la trouve très très bien déjà, très intelligente quand tu prends conscience, et en même temps très terrifiante aussi de ce qu'elle dit. Effectivement, qu'est-ce que ce serait si t'avais quelqu'un qui est enfin c'est plus pire que la NSA quoi. Tout à fait. Puis il y a aussi cette scène où il traverse un mur et où il interrompt un dîner. Ouais. On va dire, tu vois, qui est assez sympa. En fait, il y a plein de trucs qui étaient plutôt, je pense, pas en vogue, mais qui se faisaient dans les années 2000, en fait. Où on n'avait pas peur de certains sujets et tout, et qui ont un peu disparu. Pareil, on peut se dire que c'est une sorte de comics un peu post-11 septembre, un peu méfiez-vous des élites, on sait jamais et tout, et puis le pouvoir peut être corruptible, on sait jamais et tout. Donc ça reste pour moi un très bon truc à lire. L'édition d'Urban en plus est très jolie, la couverture est très bien choisie. Moi je l'avais lu parce que je savais pas que ça existait. Je l'avais lu quand ils avaient fait l'annonce VF. Et j'étais très content quoi. Ça fait vraiment le boulot. Voilà, donc une sortie plutôt sympathique à retrouver chez Urban Comics, hein, donc un tome épais plutôt d'ailleurs, comme ça sera un épais tome. Donc c'est 336 pages et quelques, donc pour 30 € à retrouver donc en librairie. Ensuite, on abandonne les super-héros quelque peu pour aller vraiment chez les occultes, chez les malfrats, chez les salopards, avec Damned and All, une création originale de Cy Spurrier, le génial scénariste anglais à qui on doit Hellblazer, voilà. Voilà. Corentin a son rire maléfique. Il a fait aussi Coda et Saison de Sang. Oui, tout à fait. Un très bon auteur en indé qui a montré justement avec son volume de Hellblazer qu'il était complètement à l'aise dans le polar occulte. Et en fait là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait clairement du Hellblazer, mais chez Boom Studios. C'est vraiment, je me demande même si c'est pas genre on lui a coupé. Alors il est en train de il revient faire une mini-série Hellblazer en ce moment chez DC, mais à l'époque où on lui a dit ça s'arrête au 12e numéro, je me demande si c'est pas dit
avec les scripts qu'il avait peut-être déjà consacrés, fuck it, je vais faire l'art que j'avais prévu de faire, je vais peut-être le faire dans Dame d'Anole, quoi. Ou alors, différemment, je n'ai plus mon Constantine, donc il va falloir que j'en fasse un autre qu'on ne verra jamais, mais qui va quand même dans l'histoire. Tu vois, ce qui est pour le coup brillant, quoi. Ouais. Donc, tu racontes tu peux raconter. Non, tu peux raconter. Non, mais juste qu'on s'intéresse à Ellie, qui est en fait une nana qui sait manier la magie noire, en fait, enfin vraiment tous ces artifices-là, et qui utilise ses capacités au service de truands, tout simplement. Et en fait, l'intrigue démarre au moment où son oncle Alfie, qui est donc le Constantine qui ne dit pas son nom, meurt. En fait, il est mort d'une cause mystérieuse, et en fait, elle va commencer à vouloir à rendre des services en fait à ses anciens potes, notamment à ces gens qui sont dans le milieu rural. Et en fait, au cours d'une enquête, en fait, elle s'aperçoit que des gens commencent à régler leur compte en utilisant des démons. Sauf qu'à la base, pour pouvoir utiliser les pouvoirs d'un démon, c'est très compliqué. Faut un entraînement, tout ça. Enfin, voilà. Et en plus, faut y laisser des parts de soi. C'est quand même quelque chose qui est pas accessible à tout le monde. Sauf que là, apparemment, tous les démons des enfers ont visiblement été capturés par les êtres humains. Il y en a 72 en tout, et donc elle décide d'aller les rechercher parce que forcément, entre les mains de n'importe qui, ça risque de vite donner n'importe quoi. Tout à fait. Alors, moi, je vais le dire très clairement, c'est un coup de cœur personnel, ce qui sera probablement pas une surprise pour celles et ceux qui nous connaissent. Pour résumer, alors effectivement, c'est du Hellblazer dans le texte. C'est un peu l'équivalent du Masque de Zorro ou de Batman Beyond ou de La fille de D'Artagnan. Voilà, c'est un très bon exemple pour le coup, puisque c'est un film dans lequel on apprend que D'Artagnan a une fille qui va apprendre les armes et qui va retrouver son daron un peu âgé et tout. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un Constantine, et très clairement, c'est Constantine. Et point, et c'est tout. Ferme ta gueule. Voilà, il faut se faire à l'idée. Et donc, effectivement, comme il peut pas l'utiliser, peut-être parce qu'il avait besoin de se déconnecter justement de ce qu'il a fait sur Hellblazer, ou parce que il avait envie justement de faire cette parenthèse qui sera aussi une nouvelle histoire avec un nouveau personnage, il va mélanger Hellblazer avec des codes de films de gangsters britanniques à la Guy Ritchie. En tout cas, ça démarre comme ça, avec l'idée que voilà, il y a ce vieux parrain du crime, il y a une espèce de... Enfin, il y a plein de gens qui se connaissent, qui ont tous un prénom, qui ont tous grandi ensemble, qui ont tous fait des saloperies ensemble. Il y a une sorte d'honneur au sein des truands. Il y a un milieu underground qui est riche et qui effectivement donc est proche d'une certaine version de la magie, qui est la démonologie. Donc là-dedans, vous allez aussi apprendre beaucoup de choses par rapport à ce qu'est la Ars Goetia, je sais pas comment ça s'appelle déjà, Paramonarchia Demonicum, un truc comme ça, qui est en fait une sorte de science, bon, qui est évidemment fictive, hein, mais bon, c'est lié à la religion, donc libre à vous de savoir ce qui est fictif ou pas, qui a été beaucoup théorisée, enfin remise au goût du jour par Aleister Crowley, et qui décrit en fait l'invocation de démons, comme vous avez vu dans plein de films, vous savez, avec le cercle au sol, le pentacle, le triangle, le sigil du démon qui sert à le maintenir en place, tous ces rituels, les 72 démons de la Goétie et tout. Donc tout ça, bon, ça nous renvoie à des traditions qui sont très anciennes, hein, au débat du 15e et du 16e siècle sur qu'est-ce que faisaient vraiment les magiciens rituels, est-ce que vraiment il existait des démons et tout, et qui est mis à l'effort en fait d'une histoire qui est très bien documentée, parce que déjà tout ce qui est quasi... Enfin, je suis pas un expert, attention, moi j'ai jamais invoqué de démons ou, ou de trucs comme ça, mais de ce que je comprends et de ce que je fais comme recherche, tout ce qui est dedans, grosso modo, est vrai. Ça, enfin, c'est basé sur des vraies sources littéraires et tout. Donc, évidemment, il y a beaucoup de pages de texte qui justement t'expliquent la mythologie. C'est trop bien ça. C'est trop bien, ouais. Comment ça fonctionne, que c'est le grimoire en fait de Alfie, donc de Hellblazer, qui décrit les démons, leurs rituels, comment ça fonctionne, c'est quoi les grandes sectes maléfiques de cet univers. Donc on rentre tout de suite dans des chaussons, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris par la main, et on te dit t'inquiète, tu comprends rien à la Goétie et tout, t'y crois pas, on s'en fout, c'est pas grave. C'est juste des éléments dont moi je me sers pour mon intrigue, et dès que j'ai besoin de te mettre un élément nouveau, je te mets une page de manuel, et tu comprends, et tu te marres, parce que justement c'est écrit comme du Hellblazer, avec l'humour de Hellblazer, l'humour un peu sardonique et je suis bourré, de John Constantine. Et du coup c'est hyper bien, c'est-à-dire que les personnages sont super entiers. Ellie, elle est formidable. Elle a ce côté junkie aussi, elle a ce côté destructeur, tout ce qu'elle touche, elle le casse. C'est vraiment voilà la nièce de son oncle. On a un adversaire qui est peut-être un peu plus faiblard, on va dire, mais il y a des twists qui permettent de soutenir un peu ce qu'il fait. Cette mythologie des démons qui donne lieu à de super expériences graphiques de Charlie Adlard, qui utilise la couleur beaucoup, avec des espèces d'effets très saturés,
comment ça s'appelle, des teintes, un peu comme un appareil photo qui aurait pris un flash. C'est un peu, voilà, c'est ce côté, on casse la réalité à ce moment-là. Il faut que tu t'y habitues parce que justement ce que eux ils voient est très dur pour un humain à regarder. Ça, c'est, enfin, graphiquement, l'album pour moi est inattaquable. C'est partie de ce que Adler a fait de mieux à mon avis. Les structures de personnages sont très réalistes. Il y a plein d'idées de mise en scène. Il y a un démon qui est un toutou, par exemple. Et il a vraiment un comportement de toutou. Ça, c'est trop mignon, par exemple. Il y a d'autres démons à qui on va vraiment reprendre en fait l'esthétique de la Goétie, comme Andras par exemple, qui est vraiment représenté dans les bouquins comme c'est cet homme hibou avec une épée qui effectivement est censé être particulièrement cruel. Tout est bien foutu, c'est très riche, on apprend beaucoup de choses. C'est peut-être un peu longuet. Bon, à mon sens, par exemple, l'introduction des anges aurait pu être faite différemment, parce que justement, si on s'intéresse un petit peu à comment sont dépeints les anges dans la littérature religieuse, il y aurait pu avoir des idées de mise en scène encore plus grandes, encore plus fortes, si on avait fait les créatures avec tous les yeux et qui ne prennent pas forme humaine et tout. Il y a un propos sur la religion aussi, hein, qui est assez évident, sur la nature humaine, la quête du pouvoir, ce qu'elle peut avoir de destructeur, d'égoïste et tout ça. Et vraiment, enfin, c'est à crever de rire parce que moi, je l'ai lu en VO et c'est en fait les mêmes techniques d'écriture que Spurrier avait utilisées sur Hellblazer. Qui n'avait pas d'ailleurs dans mon souvenir été retranscrit bien en VF chez Urban malheureusement, parce que en fait souvent Hellblazer va interrompre sa phrase pour se faire un commentaire personnel qui va être lettré en plus petit ou dans une autre couleur pour justement on comprenne qu'en fait le mec il baragouine quoi, soit parce qu'il est bourré, soit parce qu'en fait il a besoin de jamais se prendre au sérieux et c'est le seul qui fait ça en fait de tous les personnages. Là c'est utilisé pareil pour Ellie et pour d'autres héros en l'occurrence, et on comprend très bien justement parce que c'est fait comme ça dans l'édition de Delcourt. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé ce code couleur du langage. Ils ont adapté comme ils pouvaient, parce que c'est compliqué évidemment, l'argot britannique. Parce que par contre, quand vous le lisez en VO, enfin si vous comptez le lire en VO, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais. C'est que de l'argot. C'est que de l'argot imagé. Dès qu'ils te décrivent, voilà, ils disent genre va te faire foutre, c'est plutôt va te prendre un poteau électrique dans le cul et tout, mais avec que des référents linguistiques très compliqués. Ils bouffent les mots, t'en as un qu'un accent irlandais, tu comprends rien à ce qu'il dit. C'est du Guy Ritchie, hein, pour le coup, vraiment, ouais. C'est entier par rapport à comment parlent vraiment les Britanniques. Mais c'est pour ça que faut souligner le bel effort de traduction, en fait, pour avoir ce côté très fleuri du langage, justement, d'avoir alors t'auras pas forcément l'équivalent hein, dans l'argot forcément dans les thèmes, mais ça dit des gros mots vraiment. Ça c'est Laurent Cassy qui s'est occupé de la trad que l'on salue et qui a vraiment fait, je trouve, un job vraiment très convenable pour que ces personnages aient des voix en fait vraiment bien distinctes. Et c'était ce que je t'avais dit avant d'enregistrer le podcast, de souligner là pour le coup le travail assez fou que le lettreur a fait, puisque il suit donc vraiment ce qui est fait dans la VO, mais c'est vraiment que t'as des différentes de tailles de police, de couleurs. Je viens d'en parler, non, tu m'écoutais pas. Ah merde, non, parce que j'étais en train de partager un truc. J'ai vu que tu. Merde. Je viens d'en parler. Ah, je suis trop bête. Et ben je rejoins. Voilà. Tu abondes. J'abonde complètement dans ton sens. Désolé, effectivement. C'est pas grave. Mais donc du coup vraiment excellente histoire. Si vous aimez Hellblazer, si vous aimez Constantine, si vous aimez les films de Ritchie, si vous aimez les bons films d'horreur, on va dire, bon, ça fait pas peur une seconde, hein, mais si vous aimez le truc un peu mystique et tout, ça fait carrément le boulot. Mystique, c'est les X-Men. C'est extraordinaire. Et c'est même à considérer comme justement un truc qui pourrait être canonique dans le Hellblazer enfin le Old Man. Non, mais disons-le, c'est un spin-off de Hellblazer. Oui, mais très clairement. Et vraiment, enfin, quand on le lit, on peut pas s'empêcher vraiment d'avoir une petite émotion en se disant putain, mais Hellblazer, Constantine, il est tellement universel en fait. Il y a eu tellement des personnages qui ont été inspirés par lui que même Alan Moore a mis dans un bouquin en tant qu'il avait vraiment croisé dans un vrai bar de Londres. C'est vraiment ce que Alan Moore a dit. Il a dit que j'ai vu 2 fois Constantine, alors que je l'ai créé. C'est trop bizarre. Mais bon, après lui, c'est un français. Et là, pareil. C'est Alan Moore. Hein. Il transite et juste la façon dont c'est fait, c'est génial. Pareil, il y a aussi cette scène extraordinaire où t'as un gamin un peu à la Columbine qui traverse une école pour faire du tir au pigeon sur les élèves. Et t'as une flic qui, plutôt que de lui dire ça va bien se passer, pose ce flingue, on va en parler et tout, elle lui dit t'es qu'une merde, un incel à la con, suicide-toi et tout. Mais c'est super écorché quoi. Il y a un côté c'est de la BD brute, tu vois, justement, qui est faite pour l'indé, où il y a pas de concession au récit, il y a pas de concession au personnage suicidaire et tout. Enfin, c'est vraiment complet, c'est un super bouquin. Lisez-le, bordel. Très dans le réel, hein, aussi, dans les thématiques que tu vois dans certains dialogues et tout ça, très, très politiquement aussi, ancré dans. Et puis ça rend accessible un truc qui parle, grosso modo, à quelques occultistes tarés de YouTube et
à des drogués qui se baladent à poil chez eux, tu vois. Enfin, donc c'est quand même plutôt cool parce que moi personnellement la Gothie ça m'intéresse pas du tout. Mais là c'est vraiment un bon matériau pour justement s'y intéresser. Si on a envie de s'y intéresser. Un peu comme Prométhée avec le tarot par exemple. Vive la démonologie. Exactement. Donc c'est dispo chez Delcourt pour le prix de 17,50 si vous l'avez compris, hein, on vous le recommande. Celui-là, en plus c'est pas cher. Encore plus chaleureusement peut-être que les autres. De toute façon, la décision vous appartient à vous. Vous connaissez nos avis, nos discussions et en fonction de telle ou telle chose, j'imagine que c'est vous qui décidez après si vous décidez à aller en librairie ou par exemple en bibliothèque si c'est disponible. On sait qu'il y a des médiathèques qui par exemple Chalut Balouga qui nous a dit que sa médiathèque avait déjà commandé 8 Billion Genies en début d'année, ce que je trouve super chouette d'avoir des établissements qui sont au cœur qui ont à cœur de suivre les nouveautés qui sortent aussi en comics indé. Et on va terminer ce back issues avec du Marvel, mais un Marvel un peu particulier puisque c'est le deuxième volet de la grande saga Demon quelque chose de Peach Momoko. On a eu Demon Days l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà maintenant, et donc là on a la version française de Demon Wars qui est arrivée en début d'année. Alors c'est arrivé notamment parce que Peach Momoko était invité au FIBD. D'ailleurs vous avez pu l'entendre sur le podcast. On a mis l'interview en ligne volontairement aussi en laissant tout son phrasé en japonais parce que je trouve que c'est toujours agréable. Non, fais pas ça, Corentin. Arigato gozaimasu, voilà, c'est le seul truc que je sais dire. Mais toujours est-il que je vais pas me risquer à dire autre chose. Oui, Sugoi, ouais. Donc Demon Wars qui est vraiment la suite de la fameuse carte blanche que l'autrice japonaise a pour réinterpréter en fait les personnages à sa sauce. Et donc là on reprend donc le destin de Mariko qui avait été introduite dans le premier volet, sauf que là elle va arriver dans un autre monde où en fait l'équilibre est menacé puisqu'il y a un gigantesque Oni dont la tête avait été coupée en fait, dont la tête a été coupée, qui menace tout l'ensemble du royaume si on ne lui apporte pas, et plus on ne lui apporte pas, plus il a en fait des envies de se venger. Et donc Mariko va se retrouver au milieu de ce conflit puisque les gens, les autres Oni qui ressemblent tous à des personnages bien connus de l'univers Marvel, sont pas forcément d'accord sur la façon dont il faut régler cette problématique, d'où la War qui va venir, voilà, qui fait, c'est la Civil War de Peach Momoko. Voilà, c'est la Civil War. Elle avait dit dans l'interview que Marvel lui avait demandé d'écrire quelque chose qui pourrait faire un petit peu écho à Demon Wars et donc à Civil War, et c'est donc ainsi qu'est né ce récit. Corentin, oui. Au-delà, je pense, du fait sur lequel on sera tous d'accord, c'est que Peach Momoko au dessin, ça tabasse, que ses aquarelles, son dessin à l'aquarelle, sa mise en couleur et tout ça, c'est quand même assez grandiose comme proposition artistique. On souligne aussi d'emblée aussi le fait que l'édition, pour le coup, l'édition de Panini, c'est dans leur format de luxe, celui où il y avait Amazing Fantasy de Carrie Andrews, le Demon Days ou encore le Beta Rebuild, donc qui est fait, et d'ailleurs le récent Doctor Strange Fall Sunrise, donc qui est tout à fait adapté pour des bandes dessinées où vraiment la patte artistique reste un argument limite, un argument en soi, juste un argument pour y aller. De toute façon, c'est le dessin qui fait vendre la BD, hein. Là, il y a peut-être aussi la curiosité de voir comment le catalogue Marvel va s'implanter dans les codes du folklore japonais. Mais ça, à la limite, les gens qui voulaient voir ça ont probablement eu le premier album pour se faire une idée. Ceux qui sont restés, ceux qui vont arriver, c'est probablement d'abord pour le graphisme. De ce point de vue-là, il y a rien à dire. Enfin, c'est extraordinaire, évidemment. Avec ses contours super épais, ce côté un peu dessin animé rétro post-Tezuka qu'elle a dans les yeux des personnages. Alors malheureusement, là, je suis désolé, moi je suis pas du tout aussi connaisseur de l'art japonais de l'animation ou du manga. Je connais un peu, mais pas assez pour voir où est-ce qu'elle a emprunté. Il y a des illustrations de Momoko qui pour moi font plus Junji Ito par exemple. Ah oui, il y a un très prononcé. De toute façon, elle vient de là, hein. Elle a démarré en faisant de l'Eroguro. Eroguro, un truc un peu SM. Et tu le vois, j'ai vu qu'il y a certaines illustrations qui sont quand même aussi vraiment super jolies, donc j'espère qu'un jour elle pourra s'y remettre sur un projet de BD, quoi. Mais voilà, t'as effectivement, de toute façon, j'ai pas fini. Oui, non, mais enfin, je rebondissais juste. Vous êtes témoin. On t'a pris une diète, il me coupe tout le temps correctement. J'étais en accord là-dessus sur le fait que t'as vraiment cette dimension parfois un petit peu horrifique avec des scènes un peu plus, qui font un petit peu plus peur, qui apparaissent justement et qui permettent de voir quelles sont ses influences en fait en dehors juste de devoir reprendre l'univers Marvel. Oui, tout à fait, voilà. Et d'ailleurs, elle a fait du heavy metal aussi. Momoko, découverte par Grant Morrison quand même. C'est stylé. Il parle de la revue heavy metal, elle a pas fait du métal. Elle a pas vraiment pris une guitare pour faire des chouettes. Encore que t'en sais rien.
J'en sais rien. En Je sais fait. qu'elle voulait être tatoueuse aussi à un moment donné. Ouais, putain, ouais. Mais tu vois, justement, c'est ça le truc aussi. C'est que moi, la référence la plus évidente que je vois là-dedans, c'est évidemment les films des studios Ghibli. Et je dis Ghibli et je vous emmerde. Notamment, évidemment, Spirited Away, qui est en français Le Voyage de Chihiro. Puisque quand ça commence, on a Mariko dans des paysages très gris, très bicolores, qui est visité par des visions en fait du monde des yokai. Et ça, c'est les meilleures scènes pour moi de l'album, parce que justement, c'est là où on voit Momoko faire de l'horreur. Enfin, de l'horreur. Une forme d'horreur de conte fantastique, pour enfants, vraiment, voilà, ouais. de conte grimaçant pour enfants, comme justement l'était Le Voyage de Chihiro, qui est l'un des meilleurs Miyazaki, où on a cette confrontation entre une jeune fille qui est perdue dans un monde qu'elle ne connaît pas, avec des fantômes, des esprits shinto qui sont justement ultra flippants, parce que c'est des grenouilles, c'est des insectes géants et tout, et puis c'est des trucs qui n'ont pas de forme définie, c'est assez particulier. Quand on rentre dans l'espèce de Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est ça, hein, je vais littéralement mon nez, regarde sous la souche d'un arbre, il y a un lapin blanc qui sort, enfin le clin d'œil je pense est assez appuyé. On rentre dans un truc beaucoup plus classique, beaucoup plus fantasy jeunesse, à mon sens. C'est-à-dire qu'en fait, on perd, enfin, les films de Miyazaki, les films de Ghibli en général, il y a toujours une sorte de deuxième degré de lecture que tu peux interpréter comme une allégorie. Tu vois, par exemple, tu prends Kiki la petite sorcière, c'est pas juste l'histoire d'une sorcière qui livre du pain. C'est une allégorie, justement, parce que Miyazaki s'était vachement inspiré des animatrices avec qui travaillaient chez Ghibli, qui venaient de la campagne, qui découvraient la vie en ville. C'est aussi une allégorie de la puberté. C'est quand même vachement juste une gamine qui livre du pain sur son balai, mais bon. T'es un malade. Pareil pour le Totoro. Tu vois, Totoro, quand tu vois gamin, tu dis, waouh, les grosses peluches et tout. Et puis quand tu grandis, tu comprends que c'est voir les grosses peluches. Que c'est les gens de la ville qui retournent à la campagne, qui du coup se reconnectent avec le monde de la nature, qu'il y a la maman qui est malade et que du coup, bah, un petit peu comme E.T., les créatures viennent réconforter les enfants et tout. Avec ce deuil qui est un peu latent. Bon, il se trouve que ça finit pas comme ça, heureusement pour elle. Mais voilà, là, en l'occurrence, je trouve que on n'a pas de deuxième degré de lecture, en fait. Le deuxième degré de lecture, c'est Civil War dans le monde des yokai. Mais ça, c'est en fait un gimmick d'attaque. Tu vois, en fait, après, quand tu rentres dedans, tu t'amuses à reconnaître un Black Panther qui est vraiment un homme-chat, Nekomata, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est le chat noir, d'ailleurs. On a le Captain America qui s'appelle le bouclier de la justice en japonais. Aoshishi no Yamato, je crois je sais plus exactement, bref, peu importe. On voit un Iron Man qui est une armure en fait de samouraï fantôme. Il y a plein de créatures en fait qui viennent vraiment du folklore japonais. Elle a tout repris justement des vrais yokai parce qu'il y a une très grande tradition justement de l'esprit Shinto là-bas. Et ça c'est cool, c'est très beau. Mais à la fin de l'album, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose de plus sur ce monde ou sur Mariko ou d'avoir vécu un voyage fantastique, extraordinaire, etc. Même si ça pourrait être perché, tu vois, par exemple, le garçon et le héron, c'est perché. Tu le regardes, le film, tu dis, ok, très bien. Si tu connais pas la filmo de Miyazaki, ou si tu connais pas sa vie, son point de vue sur l'art, sur sa descendance, son héritage et tout, il y a moyen que tu décroches à un moment donné. Mais tu comprends qu'il se passe un truc. Il y a des perruches géantes qui veulent manger des gens. Tout à fait. Qui sont adorables quand elles sont toutes petites et très effrayantes quand elles sont très grandes. C'est ça. Et puis à la fin, il y a un mec qui dit à son petit-fils, tu peux toi aussi devenir animateur et reprendre le studio de Ghibli parce que ton père c'est un raté, c'est ma faute, je suis une merde. Et c'est ça le garçon et le héros, hein. C'est littéralement Miyazaki qui dit à son fils, voilà, ce sera pas toi, ce sera le suivant, parce que toi t'es nul. Mais voilà, là en fait, même dans ce film-là, tu comprends qu'il se passe un truc, même si tu sais pas exactement ce qui se passe. Je trouve que là en fait, c'est assez quand même fluide, c'est assez ligne droite. Les yokai disent à Mariko, t'as rien à foutre chez nous. À la fin, en fait, bah il se trouve que si. Et voilà, t'es content, t'as reconnu Carnage, t'as reconnu Captain America, t'as reconnu qu'il y avait une Civil War et tout. Mais ça se termine et moi je me dis, de si belles scènes avec un si beau coup de crayon, ça mériterait peut-être un input scénaristique un peu plus appuyé, ou parce qu'en plus on comprend très bien comment est fait cet album-là, tu vois. Peach Momoko, c'est une artiste japonaise, elle prend un personnage japonais entre guillemets essentiel de l'univers Marvel qui est Mariko. Elle se le réapproprie parce qu'elle aime beaucoup les histoires d'adolescentes, enfin même dessinées des adolescentes en général. Elle y met tous ses codes à elle, le regard, l'horreur un peu, le folklore de son pays d'origine. Et ça, c'est le projet. Mais derrière, en fait, ce que ça veut nous raconter, à nous lecteurs, ça me paraît un peu plus évanescent, lointain. Il n'y a pas, en fait, l'envie de faire une histoire qui va te raconter un truc sur la vie, sur un point de vue, etc. Et c'est vraiment le syndrome du Corentin, c'est-à-dire que Corentin a été diverti, et puis à la fin de sa lecture il fait mais diable, je n'ai que été diverti.
Non, mais Et je n'ai pas pu revoir mon regard sur le monde ou sur la vie de façon générale. Du coup, je ne comprends pas. Mais non, mais c'est pas ça. Mais une histoire, ça raconte toujours un truc. Je taquine ta cérébralité. Là, tout ce qu'on a raconté juste avant, tu vois, là, il y a des trucs qui sont des propos, des mises en avant de sujets, etc. Ça, ce que tu viens de décrire là, justement, ça a marché pour Demon Days. Parce que pour moi, c'était une découverte, un truc totalement nouveau. T'as moins l'effet de c'est vrai, c'est sûr que t'as moins l'effet de surprise. Au deuxième tome, j'attends autre chose. J'attends qu'on me raconte une grande aventure, tu vois. C'est comme Star Wars 4, tu vas le voir parce que, les pipiou, les vaisseaux, les sabres laser. Dans le 5, tu veux qu'il se passe un truc de plus que ça, qu'il y a un propos qui se met, enfin, une histoire, une saga, un déroulé qui se met en place. Et là, quelque part, pour moi, c'est une bonne lecture jeunesse, vraiment. Dans le sens où, c'est vraiment, tu voyages, tu vois un monde merveilleux et qui est magnifique. Mais, quand t'es adulte, je pense, et quand t'investis le prix que ça coûte, tu peux éventuellement attendre un peu mieux que ça. Et le problème, c'est que Momoko compte pas travailler avec des scénaristes autres qu'elle-même, ce que je trouve un peu dommage. Il y a une barrière de la langue aussi, je pense qu'il fait. C'est possible. Mais même en manga, tu vois, il y a d'extraordinaires artistes qui ont travaillé avec d'extraordinaires scénaristes, ça existe. Je trouverais pas ça insultant, en fait, que avec un tel or entre les mains, en fait, elles se disent peut-être que il y a une limite à ce que moi je peux raconter. En tout cas, dans ce genre-là, peut-être qu'elle aura des histoires plus personnelles à faire en Eroguro, par exemple, ou en biographie de elle-même, etc. Là, avec Marvel, je pense qu'on commence un peu à toucher à la limite de l'exercice. Ouais, ça veut pas dire que c'est pas un truc qu'il faut lire parce que c'est juste, entre guillemets, graphiquement unique. Ouais, ça clairement. Et puis j'imagine, elle avait botté en touche en interview pour pas confirmer qu'il y aura un 3e volet, mais ce serait difficile. C'est assez évident quand même. Oui, ce serait difficile de pas avoir quand même une trilogie Demon quelque chose. C'est pour ça que je disais le Demon quelque chose, parce qu'il y aura donc Demon Days, Demon War, il y aura Demon un autre truc après quoi. Donc là, il y a aussi du Avengers is Assembled d'ailleurs dans cet album. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Donc c'est disponible chez Panini Comics. L'édition normale est à 24€. Mais toi, qu'est-ce que j'ai dit? Bah moi je suis pas d'accord. Enfin je suis pas. J'en veux l'optimisme kikouyen. Bah non, mais je suis juste pas d'accord sur ta lecture un peu déceptive du fait que ça manquait peut-être de profondeur, parce que je crois qu'on avait déjà eu un peu ce débat soit sur Fall Sunrise ou sur d'autres œuvres aussi, où en fait, où moi le voyage parfois me suffit, où j'ai pas forcément besoin d'aller creuser et sans vouloir te caricaturer, tu vois, mais de vouloir absolument creuser, ou d'avoir le sentiment d'avoir accompli une ascension intellectuelle derrière, en fait, dans mon parcours de lecteur. C'est pas une ascension intellectuelle, c'est juste de la matière. Mais oui, mais le truc, c'est que je trouve pas qu'il y ait pas de matière, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a pas de grandes envolées sur la vie derrière, ou de grands propos, mais je pense pas non plus que ce soit un projet qui s'y prête forcément. En fait, pour moi, on est vraiment dans l'exercice de l'appropriation d'un univers déjà existant et de figures iconiques, et du mélange des influences culturelles, et parce que tu peux le faire, mais si t'as pas d'idée d'histoire non plus, ça peut vite tourner au gloubi-boulga et à faire vraiment quelque chose de super indigeste. Là, c'est pas le cas, en fait, parce que tu arrives quand même à suivre les histoires, t'arrives à suivre. Je trouve même que la façon dont pourrait te vendre un Civil War par le titre ou la couverture de l'édition régulière, en fait, est un peu trompé dans les intentions, en fait, des deux clans qui s'affrontent au final. Le choix de la couverture là est mieux que celle de l'édition américaine pour le coup. Mais donc à mon sens, en fait, il y a quand même des personnages qui ont leurs enjeux, qui ont leur volonté de s'affronter. Il y a peut-être aussi juste quelque chose dans la façon de penser culturellement, peut-être que nous on capte pas en tant qu'Européens. En fait. Oui, ça c'est très possible qu'il y a un truc qui m'échappe culturellement. Et vraiment dans cet exercice où on dit juste, en fait, réapproprie-toi ces personnages, fais un melting pot culturel et raconte une histoire qui se tient quand même d'un point de vue purement narratif, d'un point de vue d'enjeu, et avec en plus la prestation artistique. En fait, pour moi le contrat était rempli, donc moi j'étais repu vraiment à la sortie de cet album. Je sais pas si c'est ce qui est sûr, et là où j'abonde dans ton sens, c'est que j'étais moins surpris, parce que t'avais plus l'effet de la découverte. Les premiers numéros de Demon Days, tu te dis ah ouais, bordel quand même. Tu découvres son univers, sa patte graphique, la façon dont on se rapproche. Là t'es déjà en terre un peu plus connu, mais là je le refeuilletais pendant qu'on discutait. Mais non, mais c'est comme quand on avait fait quand on avait parlé de Fall Sunrise, où je regardais de nouveau les planches, en fait. Voilà, là il y a une double planche juste pour ça, tu vois. Je trouve que ça valait le coup. C'est marrant qu'elle voit pas le côté estampe
quand même, parce que ouais, trop, cette page-là, par exemple, ouais. franchement, c'est, enfin, littéralement, je peux te montrer des estampes qui ressemblent à ça. Hein. Ouais, non, c'est vrai, mais bah, après, c'est parce elle le conscientise pas, forcément. C'est vrai que les artistes ont pas forcément eux-mêmes le regard sur, ah ouais, moi, je suis 80% de Miyazaki, 20% de Ito et trucs d'estampes japonaises. Mais vraiment, je trouve que le voyage, en tout cas, le voyage que ça te fait faire, et encore plus quand tu vois quand même aussi le reste de la production Marvel qui manque cruellement d'avoir ces interprétations d'univers par des auteurs. Donc, heureusement, en ce début d'année, on a Demon Wars, on a Fall Sunrise, on a vraiment ces beaux projets servis par des artistes qui, alors, on le dit à chaque fois en plus, et Stock il le souligne, hein, qui ont effectivement leurs écueils sur le plan scénaristique, mais bordel, ils arrivent quand même à raconter des belles histoires. Et moi, c'est ce dont j'ai envie de retenir, ce que j'ai envie de retenir. Pour moi, là, si je vais prendre un comparatif qui va malheureusement pas paraître injurieux, et c'est pas le cas, c'est un peu le problème que j'ai eu avec le film Super Mario. Tu vois? C'est-à-dire que... Ah ouais, c'est super injurieux. Oui, non, mais c'est super injurieux. C'est juste parce que je trouve pas de meilleur exemple en tête, là. C'est-à-dire que le film est très beau, il est foutu comme un film, il y a un début, un milieu, une fin, mais le héros n'évolue pas, ne fait pas de choix intéressants. Enfin, il manque un supplément, un souffle, en fait, qui là ne manque pas, hein. Il y a un souffle et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque une surcouche, tu vois, c'est parce que c'est pas juste, j'ai envie d'en apprendre plus sur le folklore japonais, il me manque une page d'explication, etc., etc. C'est pas ça, hein. C'est pas, je veux pas une élévation intellectuelle à chaque fois. C'est le parcours du personnage. Voilà, il me manque un truc dans le parcours qui justifie que je ne fasse pas que lire cette histoire en la regardant se dérouler sous mes yeux, tu vois. Et, à mon avis, c'est là justement que, malgré les emprunts à Miyazaki, c'est pas, en fait, pour moi, le Miyazaki de chez Marvel. Après, on est sûrement... Esthétiquement, c'est le cas, mais c'est pas... Ouais, et puis le fait est, c'est qu'on est dans le récit d'entre-deux, quoi, parce que limite, même la conclusion de ce Demon Wars est plus explicite, ouais, sur le fait que, clairement, je me demande si je vais revoir les yokai un jour, Paradis, que tu vas les revoir, quoi. Effectivement, et peut-être que t'auras peut-être la lecture plus complète avec le troisième opus quand il arrivera, oui, pour te faire l'idée, quoi. Après, c'est quand même, ça c'est très, encore une fois, je vais pas passer pour le négatif de service. Mais c'est toi, dans notre duo, c'est hélas le rôle. Non, t'as voulu me rendre négatif. Je suis juste critique. Tu vois, c'est un peu le boulot qu'on fait tous les deux. Oui, ça veut dire si tu dis juste, j'aime bien parce que c'est joli, bah, en fait, t'as n'importe qui peut tweeter ça en 5 minutes. Hein. Oui, mais le truc, c'est que j'ai dit que j'aimais bien et pas juste parce que c'est joli. C'est-à-dire que si mon boulot, c'est de décortiquer un peu parce les que les front page, les backshots seraient beaucoup plus courts. Non, mais sinon, c'est injurieux pour moi, parce que si tu dis que toi, oui, mais tu te permets d'être injurieux, je suis injurieux. Et moi, je l'ai pas été. Tu veux me faire chier, je te fais chier. Ouais, très bien. Allez, bon, bah, écoute, on va... Mais par contre, voilà, c'est vraiment, lisez-le quand même. En tout cas, peut-être pas, enfin, achetez-le si vraiment vous avez envie. Moi, au moins, je dirais, lisez-le, parce que vraiment... moi, je trouve que le format, en plus, pour le coup, tu parlais du prix, mais là, donc, c'est 24 € pour l'édition régulière. Et alors, bon, moi, j'ai l'autre, qui est, par contre, elle est hors de prix. Hein. Mais, qu'est-ce que je veux dire? 24 balles, ça va. Hein? 24 balles, là, ça va. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment, surtout quand tu vois que pour 5 € de moins, t'as les 100% de 5 numéros lambda, vraiment, je le dis toujours, en fait, le format 100%, maintenant, en fait, il permet d'avoir de revoir les autres offres à la hausse, et puis, le papier qui sert très bien l'aquarelle en l'occurrence, la taille qui sert très bien les dessins, pour voilà. N'achetez pas la version manga, s'il vous plaît, quoi, franchement. Là, quand on a un dessin. Mais ça, c'est pour un autre public. La version manga, c'est pour ceux qui n'écoutent pas First. C'est pas pour ceux qui nous écoutent. C'est pour des gens, c'est pour un autre lectorat, c'est pour un autre public qui apprécie ce format. Les deux offres existent. Alors, c'est vrai que je crois qu'ils n'ont pas réédité la version standard de Demon Days, et ça peut peut-être frustrer des gens, effectivement, qui n'ont plus qu'accès à la version manga. En neuf, en tout cas. Sinon, il y a toujours l'occasion qui existe, mais Demon Wars, pour l'instant. Ou alors, vous cambriolez chez Arnaud. Bah, non. Non, on fait pas ça non plus. Mais en tout cas, voilà, ça reste disponible et à découvrir. Peach, une artiste décidément à suivre sur le long terme. Et on en a terminé avec ce Back Issues. On vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts, il faut le faire savoir, tout simplement en partageant les émissions sur vos réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à mettre des petites notes et des commentaires. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur donc si vous découvrez le podcast ou que vous l'avez jamais fait, quelle que soit la plateforme, Apple Podcast, Spotify, tout ça, n'hésitez pas juste à mettre des notations, Podcast Addict aussi, des appréciations, des commentaires, c'est super important pour nous, pour être remis en avant par les plateformes, justement, avec tous ces algorithmes et tout ça, comment ça fonctionne. Mais voilà, on en a besoin, et ça ne vous prend que 30 petites secondes. Merci en tout cas de nous écouter. On se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!